Bonjour Inès, Bonjour Mallory. je suis contente de te retrouver Moi aussi. pour cette investigation de la semaine. Alors, c'est l'investigation 270, le premier protocole. Est-ce que tu connais ce sujet? Non. Non. Alors, comme d'habitude, cette investigation comprend deux parties. D'abord, une première partie avec des questions fixes dans laquelle je ne pourrai pas approfondir. Et ensuite, une seconde avec des questions plus libres en fonction de ce que tu auras perçu. Et Parfait. ce sujet, il est exploré au même moment pendant la semaine par divers duos à travers le monde. On y va? Ouais, j'arrive. Voilà, prends le temps de te mettre à ton aise. Et voilà, je suis là. Bien. Alors, je t'accompagne dans un petit décompte de 3 à 1. Et pour commencer, tu te détends, tu inspires profondément par le nez, longuement. Et comme tu sais faire, tu t'enfonces à chaque inspiration et tu lâches les pensées, toutes les idées. Et 3. Tu t'enfonces. Tu lâches les pensées. Tranquille. Et 3. Ça va Inès? Super. Ouais. À présent Inès, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu détectes toutes les fréquences vibratoires que tu perçois comme étant connectées au guide spirituel. 1, 2 et 3. Ok. Et je t'écoute. Ok. Que vois-tu? Alors, tu m'as parlé de fréquence, mais moi j'ai vu Oui, des lignes de couleurs qui partaient un peu partout. Il y en a partout un peu. oui. Du bleu, du orange. Et après, je me suis concentrée sur les fréquences et j'ai entendu des appels, des demandes d'aide, des gens un peu en perte de repères, des supplications. Et après, de la joie aussi, de l'espoir. Ok. Une multitude de fréquences. Oui. Est-ce que tu vois autre chose? Pour l'instant, Bien. À présent, Inès, décode l'ADN de tous ceux qui se manifestent dans le plan métaphysique en tant que guides spirituels et reconstitue leur forme d'origine. ok. Alors, quand tu dis ça, bah, je vois, par exemple un type ange, cheveux blonds, des grandes ailes blanches, une cape bleue, humanoïde.
derrière ça, il y a aussi du reptiloïde. Après, je vois par exemple ce que je vois depuis tout à l'heure, les Bouddhas, tu sais, Bouddha, genre un Bouddha assis comme ça, couleur orange. Il y en a plusieurs qui utilisent cette forme d'apparition. Je vois insectoïde, reptiloïde. Après, je vois par exemple type un barbu comme ça, avec une grande cape brune, plutôt tout ce qui est en lien avec la nature, comme un druide comme ça. Humanoïde aussi. Et gris, des gris. Pour l'instant, c'est ce que je vois. En tant qu'ADN, les guides spirituels et leur forme d'origine. C'est ce que je te disais. Autre chose qui viendrait, oui. C'est la première image que je voyais derrière ce qu'il y avait. C'était l'ADN que je t'ai dit. Après, il y a tout ce qui est conte, tu vois, les sirènes, ce genre de choses, qui est utilisé aussi. Oui. Tout ce qui est en lien avec la nature. Les contes, ce genre de choses. C'est utilisé aussi. D'accord. On passe à la troisième question. Quelles sont les caractéristiques d'une partie subliminale qui entre en contact avec des guides spirituels? Perte de repère. Il y a un chemin, volontaire de reconnexion à soi. J'entends dans les méandres de ce qui existe. Oui. C'est se connecter par exemple à quelque chose, une volonté de se connecter à quelque chose de plus grand. À une forme de puissance. C'est aussi, une recherche, d'amitié ou d'affection, tu vois, un soutien. Une certaine solitude qui émane de la conscience. D'accord. Et je cherche des réponses. Oui. Soit des réponses, pour la vie, en général, par exemple, quelqu'un qui cherche l'amour, ou alors, plus en quête, spirituelle de pouvoir expliquer, des phénomènes un peu paranormaux que la personne peut vivre, la conscience. Oui. Mais il y a beaucoup de brouillage, hein. Enfin, De c'est ce que je ressens. brouillage. Oui, c'est très brouillé. OK. Quatrième question. Observe maintenant les caractéristiques des corps énergétiques, mentales, émotionnels et sexuels chez ceux qui entrent en contact avec des guides spirituels. Que perçois-tu? Caractéristiques des corps énergétiques. OK. Ça fait beaucoup d'informations. Oui, oui. La première chose qui te vient là maintenant. La première chose qui me vient, c'est par exemple, je vois quelqu'un, qui prie, et le corps, sexuel complètement bloqué.
le corps mental comme vide ou assoiffé, tu vois, de quelque chose. Et le corps émotionnel, c'est la pagaille. Ok. Après, quelqu'un d'autre en méditation, par exemple, qui va se connecter à une forme lumineuse, c'est encore ce besoin de remplir quelque chose, une soif, une Oui, pas avidité, mais tu vois, comme pour remplir quelque chose à l'intérieur de soi. bien. C'est clair. Est-ce que d'autres images, est-ce que d'autres perceptions te viennent? Pour l'instant, non. 5e question, Inès. Existe-t-il des technologies ou des dispositifs éthériques qui te semblent liés au guide spirituel? Alors oui, depuis tout à l'heure, je vois par exemple, un oiseau, tu vois? Oui. Comme un cygne, un oiseau blanc, une colombe. Ça fait partie des dispositifs alors. Ça colle bien, ça résonne bien. Tout ce qui est, des petits papiers, tu vois? Mhm. Des choses que les personnes peuvent trouver et heu, reliées au guide, à un message, quelque chose qu'ils voulaient recevoir. Ce sont des dispositifs, oui, qui permettent, d'accrocher encore plus, la conscience, enfin la personne. Mhm. Et en termes de technologie, existe-t-il des technologies éthériques qui sont liées ou seraient liées au guide spirituel? Oui, voilà, tout ce que je t'ai dit là, c'est en fait des dispositifs. C'est, des implants dans le physique. C'est Bien. une technologie, ouais, de pouvoir, heu, avoir une, concrétisation dans la matière, tu vois? Mhm. Ensuite, Ok. Ouais. ensuite, attends, laisse-moi Oui, oui. juste j'entends des champs, électromagnétiques. Co c'est très relié quand même au corps mental. Du coup, des sons, tu vois? Comme des clochettes ou, des choses assez, ponctuelles comme ça. Je sais Mhm. pas pourquoi je vois ça. Bien. On prend. Et je répète à nouveau des dispositifs éthériques au cas où quelque chose deviendrait à nouveau. OK, sur le plan éthérique. Oui, ça rejoint un peu, ce que je disais des champs électromagnétiques, comme des portails en fait. Mhm. Ça crée comme des portails. Voilà, tout Ok, ce que je bien. Alors, 6e question. Y a-t-il une relation entre le karma et les guides spirituels? Quand tu m'as dit ça, pour moi, c'est comme, 2 choses qui s'entrechoquent. Mhm. J'ai vu comme, c'est je dirais, croyances, programmes, distincts. Alors, les «guides» entre guillemets, ces interférences, utilisent, oui, ce terme de karma pour,
pour influencer la conscience, pour la piéger. D'accord. Par exemple, tu vois, une conscience qui vient de se désincarner, qui est face à un guide, un ange par exemple, Oui. et ben il va jouer sur les peurs et influencer la prochaine incarnation D'accord. en utilisant cette notion de karma. Bien, très bien. Autre chose? Une relation entre le karma et les guides spirituels. Juste, ils utilisent ça, c'est tout. Comme un outil d'asservissement. Ok. 7e question. Y a-t-il un lien entre la généalogie et les guides spirituels? Alors, ça me dit oui. Alors, la généalogie. Mhm. Généalogie et les guides spirituels. Si rien ne te vient, on passe. Oui, non, il n'y a rien qui me vient vraiment. Non. Voilà. Alors, inspire. Inspire à nouveau. Enfonce-toi profondément. Et on passe à la 8e question. Parmi les différents types de guides spirituels que tu perçois, y a-t-il des liens avec les humains que tu perçois comme bénéfiques ou positifs? Guide spirituel, tu dis. Voilà. Parmi tous les guides spirituels que tu perçois, y a-t-il des liens avec les humains que tu perçois comme soit bénéfiques ou soit positifs? Et qu'est-ce qui te vient? Alors, quand tu me poses cette question, quand je visualise, il y a peut-être 1%, je dirais oui, en lien avec les consciences, sans être interférent. Donc, ce qui pourrait être positif, oui. Ok. Bien. Oui. Et c'en est terminé pour les questions, Inès. Donc, tu inspires profondément et on va continuer avec la partie libre. Ok. Donc, justement, mais tiens, tu as perçu 1% de bénéfice quant à la connexion à un guide spirituel, à des guides spirituels. Choisis un exemple dans l'éther. Tu prends une conscience en connexion avec un guide, son guide ou l'exemple qui te vient, et Alors tu me non, dis tu vois, qu'est-ce qui se passe. c'est pas guide spirituel, c'est ça qui me turlupinait un peu. Mhm. C'est plutôt dans le sens pur, guide. Ok, donc guide dans l'éther. Et ben non, justement, ça peut être quelqu'un que tu croises et qui va t'apporter une réponse, Mhm. qui va te guider en fait, qui va t'apporter un conseil
où à un moment donné, ta conscience a choisi de laisser... C'est un peu difficile à expliquer. J'ai compris. Inspire, inspire. C'est-à-dire qu'aussi dans l'éther, la conscience choisit de rencontrer un guide. Ma question, est-ce que le guide est, je l'ai compris, dans le physique, mais peut-il aussi être dans l'éther? Un guide spirituel qu'on rencontre par exemple dans les rêves et qui serait bénéfique? Alors, oui, par exemple, un exemple plus précis. Dans une quête, par exemple, d'approfondir la connaissance et la conscience de soi, rencontrer quelqu'un, je vois une scène en particulier de 2 personnes autour d'un feu, et ils discutent, ils s'apportent des connaissances, Oui. et c'est une forme de guidance, de guide, mais ça s'arrête là, même si c'est une connexion et que au niveau des consciences, Mmh. elles s'échangent des choses, mais chacun reste dans son espace. C'est momentané, c'est furtif. Il n'y a pas une connexion réelle et pérenne. Il y a un échange et après, chacun reste dans son espace, il y a une déconnexion et voilà, chacun a appris. Appris. Bien, très bien. Mais du coup, c'est un guide, mais spirituel, c'est ça qui est un peu... ça a une couleur un peu plutôt grise pour moi, comme quelque chose qui a été un peu modifié. Mmh. Et l'association des deux fait que il y a un écho, une résonance avec des êtres qui profitent de ce genre de connexion. OK, Avec des d'accord. personnes qui sont euh, moins, moins averties et plus dans une détresse. D'accord. Donc même si le sujet a décidé, en son âme et conscience, comme on dirait, de rencontrer cette autre personne qu'il verrait en tant que guide, même si c'est lui qui l'a décidé, il y aurait quand même des consciences non humaines qui profiteraient de cet échange. Oui, C'est ça? oui. C'est très intéressant. OK. Bien, inspire. Inspire profondément. Et tout à l'heure, tu me parlais, voilà, ponctuellement de lignes de couleur. Oui. Reviens à ce moment, Mhm. tu y es? Oui. Qu'est-ce que tu perçois, en tant que de compréhension? Quelle est ta compréhension de ces lignes de couleur? Plonge. Qu'est-ce que sont ces lignes de couleur? Leur origine? Qu'est-ce qui te vient? Les fréquences qu'émanent ces guides. euh, Oui, euh, Par exemple, je vois le Bouddha, ses couleurs orange, tu vois, et ça, mais c'est un reflet de ce que en fait ils absorbent chez la conscience. Je sais pas si je me fais bien comprendre. oui, si, 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 je comprends. OK, En fait, ça attire par rapport à ce que l'interférence, enfin, ces guides vont absorber chez la conscience. Donc, d'accord. ça va attirer plus ou moins certaines consciences qui ont de ce qu'ils se nourrissent. Bien, on était bien dans les fréquences vibratoires alors, en lien avec, la question. Oui. Par D'accord, exemple, avec l'ange, bah, ça va être, tu vois, plutôt des couleurs bleu, grise, peur, angoisse, anxiété, foi. euh, oui, Côté de quelque chose de pur, quand même une recherche de pureté. Ouais. OK. Déconnecte,
Déconnecte de ce champ de questions. Allez, on y va. Tu percevais tout à l'heure un ange aux cheveux blonds. Oui. Ouais. Vas-y. J'y suis. Bien, sans te connecter, en observation. Tu m'as dit les anges cheveux blonds, il t'est venu soit humanoïde, pardon, soit reptiloïde. Qu'est-ce qu'il en est pour lui? Son ADN éthérique de Lui en base. particulier, humanoïde. Humanoïde, d'accord. Cet ange que tu perçois, est-il connecté à une ou à des consciences humaines? Oui. Oui. Pourquoi? Quel est son but? Ah bah lui, il se nourrit. Hein. Oui, celui-là en particulier, il se Oui. nourrit de plusieurs choses, une seule chose? Les fréquences que j'ai dites juste avant. D'accord. Bien. Des âmes en peine, il me dit. C'est lui qui dit ça? Bien, déconnecte, on le laisse à ses occupations et tu inspires. Et puis ensuite, c'était très intéressant, tu m'as parlé de sirènes, d'êtres de la nature. Oui. Voilà, avec leur origine, leur existence proviendrait des contes. La question est, qui a inventé ces contes? Quelle est l'origine de ces contes? D'où viennent ces contes? Des croyances, mais aussi une part de vérité. Oui, Hem, une part de vérité, c'est-à-dire? 2 choses qui existent, sur le plan physique ou non, sur plusieurs dimensions. Mmh. 2 choses qui ont existé avec, tu vois, une pureté, une de haute fréquence, en fait, Oui, pour pouvoir attirer justement parce que ça fait écho avec, la personne qui est en recherche de ça, de cette connexion-là. Mais du coup, ça a été, détourné, oui, pour, renforcer une croyance et pouvoir en jouer et donc rentrer en contact avec la conscience. OK. D'accord, alors ça, c'est le Alors, descriptif et l'origine. Qui ou quoi, qui est à l'initiative, je dirais, de ces contes? Est-ce que c'est une initiative, humaine? Par exemple, hein, des hommes voilà, qui inventent des contes? Ou est-ce que c'est vraiment une origine, en non humaine? collaboration, Hein. collaboration. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, des consciences, sont occupées à inventer des contes encore, aujourd'hui? Et ben, ce que j'entends, c'est des remaniements, oui. Peut-être pas de nouveaux, mais plutôt remanier, les anciens. OK, Mmh. bien, Qui évoluent en fonction des croyances. OK. Maintenant, Inès, en inspirant profondément, tu vas t'approcher d'une partie subliminale humaine, toujours en observation, sans te connecter et qui est en train de prier. Elle prie. Tu me disais tout à l'heure que c'était en lien avec le mental et que son corps sexuel est bloqué. Oui.
Regarde un petit peu, est-ce que tu peux m'en dire plus quant à la connexion et puis, au champ énergétique? Qu'est-ce qui se passe? La partie subliminale d'une conscience qui prie dans l'éther, du coup. OK. Hein. Alors, une conscience qui prie dans l'éther, c'est plutôt, je vois le corps physique qui prie. Ouais, Enfin, du coup, il y a pas de dissociation, mais oui, je la vois, par exemple, dans sa vie, active, heu, quelqu'un d'assez triste et elle essaye plusieurs choses. Elle a entendu parler de ses guides, alors que c'est quelqu'un qui a l'habitude de prier. oui, Du coup, elle fait plusieurs choses, plusieurs sortes de prières. d'accord. Donc au moment de la prière, tu superposes les 2 plans et tu vois qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique? Au moment de cette, supplication finalement. Une prière, c'est Mmh. Oui, elle demande à comprendre, ce qui lui arrive, de l'aide et du coup, c'est des, fréquences qui sont émises de peur, de détresse et d'accord. Donc là, tu vois une partie subliminale en train de prier ou le corps physique. mmh Dans le fond, c'est la même chose. Elle est dans Heu, son lit, en fait, voilà, exactement. Elle est dans sa chambre, d'accord. je vois que tout autour d'elle, il y a des mouchoirs, il y a, tu vois, pour, côté, ouais, tout le temps triste, en fait Mmh mh. et par contre, dans sa chambre, il y a plein de choses, plein d'images, différentes. Hein. On est à quelle époque? On est en ce moment, en 2025. Bien, OK. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, je Une, vois qu'il y a un éparpillement, parce qu'il y a beaucoup de croyances, qui s'entremêlent mmh. et comme, mmh elle sait plus regarder, elle sait plus quoi croire et il y a, une sorte de guide qui se présente à côté d'elle, Mmh, alors qu'elle est endormie. bien, décris-le. Mmh, longs cheveux blancs avec une entre, le druide et tu vois, un peu comme ça, enfin très neutre quand même, Mmh. juste une toge, blanche. D'accord. OK, déconnecte, Alors, déconnecte. Oui, pardon. il avait juste, par exemple, comme il sait qu'elle aime les fleurs, il se présente avec des fleurs pour elle. Mmh. Et donc en fait, elle, ça lui apporte énormément de réconfort. Il a d'ores et déjà accès à tous Oui, ses envies, ses besoins? Oui. parce qu'il l'a observé, donc du coup, Mmh. il sait et il se présente que dans les moments, il attend qu'elle soit vraiment en détresse, pour apparaître et après il s'en va et donc ça fait comme un cycle, un peu comme ça. Elle se sent bien, mais après comme ça revient cette tristesse et du coup, voilà, c'est le cycle, Et ça crée un manque chez oui, elle? voilà, oui, voilà Ouais, d'accord, et pas de résolution au final. OK. On avance. Mmh mh. Oui, déconnecte Mmh. de ces images, de ces perceptions. Tu restes toi, toi seul, ton unité, tu inspires et à présent, on va parler de karma. Quand je dis le mot karma, tout de suite, qu'est-ce que ça t'évoque là maintenant? Je vois comme une roue. Oui. Est-ce qu'elle est stagnante? Est-ce qu'elle tourne? Elle tourne. Mmh. Moi, Qui je la la vois guide? de l'extérieur.
croyances, on est une sorte des croyances, Ouais, beaucoup de croyances. Enfin, je veux dire, de beaucoup d'endroits. Mmh. d'accord. Mais moi, je vois de l'extérieur et en fait, c'est comme une sorte d'égrégore qu'on peut y être ou non. Bien, très bien, intéressant. Un égrégore plonge, Mmh. tu as accès à tout. L'égrégore, quelle est son origine? De quoi est-il constitué? Qui tu es? Qu'est-ce qui te vient? Un accord, hem, d'asservissement. Hein? Un accord entre quoi et quoi ou qui et qui? Plusieurs, personnes, tu vois? Plusieurs, bah, déjà, je vois plusieurs religions. Ah ah, OK. Et comme au tout début, hein. Ça fait Je parle pas de l'époque, d'une Mmh, époque récente. OK, bien. C'est Et pour, pour tu vois, oui, pardon, vas-y. non, vas-y, si tu il y a quelque chose qui te vient, c'est toujours intéressant, Inès. Heu, Même ça, je vois à l'époque, très ancienne, par exemple les Mayas ou pour, justement, toujours pouvoir, garder la conscience à travailler, en fait, à être, serviable et voilà. Tu Oui, n'as pas fini ton travail, tu dois encore, passer par ce cycle, voilà, jamais assez bien, toujours, des étapes, toujours, voilà, comme un labyrinthe. d'accord, OK. On s'en sort jamais. Alors, on peut s'en sortir, Ouais, ouais, mais on fait croire qu'on ne s'en sort pas. Mmh. tout à fait. OK et pour terminer, du coup, on va tenter de parler à nouveau de généalogie. Tout à l'heure, rien ne t'était venu. Est-ce que maintenant quelque Oui, chose te vient? alors, Le lien entre la généalogie et les guides spirituels. généalogie, je vois, un arbre. Oui, Ah voilà, je comprends, voilà. J'ai plongé, à l'intérieur de l'arbre, parce que je vois donc, quelque chose de, lumineux, couleur dorée et là, je vois l'ADN en lien, en fait, avec, cette recherche de lumière, en fait, cette lumière que les consciences ont, oui. qui attire justement, ces, interférents. Ils recherchent cette, pureté, cet élixir, en fait, Hein, hein. qui est, enfin, chaque conscience est différente et a une particularité. OK, donc je comprends et tu me diras que en lien avec la généalogie, c'est-à-dire les familles, telle famille a tel élixir, une autre un autre élixir. Alors, pas forcément famille, mais l'ADN, OK. encore plus profond, Mmh. que la famille, vraiment, l'ADN est L'ADN des familles, je veux dire donc qui peut se différencier et alors de génia génération en gé oui. Mmh. OK. Je vais un peu moins loin parce que généalogie, je sais pas si tu lié au génome, tu vois? Hein, hein. Tu me dis ce qui te vient, c'est Et ben, j'ai du coup switché sur autre chose, dans le fait, des croyances du coup. mmh. Généalogie, il y a des familles qui sont très ancrées, par exemple, encore cet, heu, exemple de la religion et du coup ça va
à chaque enfant apporter une croyance. Cette croyance-là qui va déjà plonger la conscience dès le début de l'incarnation dans un décor, en fait, comme les maisons où il y a des crucifix, des chapelets partout, on écoute la messe, on chante des chants, par exemple. Et ben là, il va y avoir déjà un terrain Mmh. pour On y est, c'est ça. Oui. ces Mmh. guides qui vont déjà avoir une porte ouverte au final. Et entretenir, de descendance en descendance quelque part. Voilà. OK, d'accord. Ben, on va terminer parce que le temps passe. Ah, c'est très intéressant en tout cas. Ouais, ouais, tout à fait. Et je vois que ça t'a plu, ça t'a parlé. Je te remercie pour tout ça et à présent, Inès, tu déconnectes de tout et tu déconnectes de tous et tu inspires et tu reviens dans tes fréquences, toujours ton unité avec le 1. Tu te sens confortable dans ton espace, ton énergie. Avec le 2, tu retrouves ton corps physique petit à petit, ancré confortablement, des pieds à la tête et les yeux ouverts avec le 3. Merci. Ça va? Super, merci. J'arrête l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti,
attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma
si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba
approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.